je vais vous parler de quelques maladies transmissibles qui ont été rapportées dans la population vivant en grande précarité, chez les Roms, les migrants et aussi les SDF. Mais je vais surtout m'intéresser aux Roms et aux migrants. Les SDF, je n'ai pas parlé plusieurs fois. Donc les Roms, comme vous les connaissez, c'est une population qui provient d'Europe de l'Est, qui correspond à la plus importante minorité donc, qui réside en Europe de l'Est. Les migrants, les Roms représentent à peu près 12 à 20 millions, on le retrouve partout en Europe, aussi en Amérique du Nord. Les migrants, il y a plusieurs millions de migrants en Europe. Ce chiffre, ça correspond aux migrants qui sont parvenus en Europe en 2005, il y avait 64 millions. Ça fait des migrants économiques, des étudiants, des réfugiés politiques ou des demandeurs d'asile. Les sans domicile fixe, bon, le chiffre est difficile à estimer, mais on pense qu'il y a à peu près 100 millions dans le monde. Il y a un certain nombre de migrants qui, quand ils arrivent en Europe, finissent par devenir donc sans domicile fixe. Les conditions de vie de ces populations sont caractérisées tous par une grande pauvreté. Les Roms, ce sont des populations qui sont nomades, qui franchissent les pays de façon importante, qui ont une extrême mobilité et qui vivent dans des caravanes et dans des campements insalubres. Vous en voyez parfois à Marseille, au bord des autoroutes ou alors des voies ferrées. Donc dans cette population, il y a un niveau socio-économique qui est faible, le chômage est très élevé, il y a des travailleurs manuels non qualifiés. En Angleterre, des études qui ont montré que leur espérance de vie était beaucoup plus faible par rapport à la population anglaise générale. Les migrants aussi sont caractérisés par une pauvreté. Les migrants, c'est une population très hétérogène. Les migrants qui sont illégaux, qui sont beaucoup plus pauvres que les migrants qui sont ici depuis très longtemps. Il y a des illettrés parmi eux. Il y a une différence culturelle et il y a aussi un bas niveau socio-économique. Les SDF, ça on en a déjà parlé, c'est parmi les trois exemples de population, les SDF, c'est la population la plus pauvre et qui vit dans les conditions socio-économiques la plus défavorables. Donc la plupart de toutes ces populations ont aussi en commun un accès limité aux soins qui est caractérisé entre autres par une faible couverture vaccinale. Il y a des études qui ont montré à Rome, dans les campements de Rome, ils ont examiné et interrogé des enfants, ils ont retrouvé que 40% parmi 2000 enfants qui ont été examinés n'avaient aucune vaccination, aucune couverture vaccinale. La même chose a été retrouvée en Slovénie. Ils ont retrouvé que la couverture vaccinale par rapport au diphtérie, tétanos, polio, coqueluche était de 66 à 111% chez les enfants roms versus 14% chez les non-roms. La vaccination contre la rougeole aussi a été donc évaluée en Grèce et n'était que de 2 à 12% chez les enfants roms, contre 80 à 90% chez les migrants et contre 90% de la population générale. Pour ce qui concerne l'hépatite B, toujours en Grèce, la population rome était vaccinée avec le taux de couverture de la population rome était de 14%, alors que celle de non-rome c'était de 96%. Chez les migrants aussi, il a été reporté une faible couverture vaccinale en Espagne. 85% des enfants migrants étaient donc vaccinés contre 86% des enfants autochtones. Chez les SDF, les études sont beaucoup plus difficiles chez les enfants. Par contre, on a des données chez les adultes, surtout donc aux États-Unis, où il a été montré que c'est des interrogatoires de patients, c'est des allégations, que la couverture vaccinale des SDF contre la grippe était de 32%, alors que celle de la population générale était beaucoup plus élevée. Et contre le pneumocoque chez les SDF, donc pour lesquels elle était recommandée, elle n'était que de 19%. Donc tous si les expose donc aux infections peuvent donc faire la vaccination. À Marseille, l'année dernière, il y a 2 ans, on avait mené une enquête où on a inclus 147 SDF chez lesquels on a fait donc des prélèvements pour vérifier leur statut immunitaire vis-à-vis de la rougeole, la diphtérie et du tétanos. On voit que au total, pour ce qui concerne la rougeole, il y a 91% des sujets qui étaient considérés comme immunisés. Pour la diphtérie, 81%, et pour le tétanos, 70%. Et pour ce qui concerne la rougeole,
lorsqu'on examine les sujets qui avaient été inclus avec plus de 18 ans, entre 18 et 25 ans. Pour ceux qui ont 18 et 25 ans, il n'y avait que 70% qui étaient immunisés donc, contre la rougeole. Alors que les sujets qui avaient au-delà de 25 ans, de 50 ans étaient relativement plus immunisés contre la rougeole. Pour ce qui concerne le tétanos, par contre, c'est l'inverse. Les sujets qui avaient moins de 25 ans étaient à 96% immunisés, alors qu'on avançait dans l'âge, le nombre donc immunisés vis-à-vis du tétanos diminue. Donc tous ces sujets, en fait, toutes ces populations sont exposées donc à des maladies qu'on pouvait éviter par la simple vaccination. La première maladie qu'on peut éviter par la vaccination, c'est l'hépatite virale A. Et cette hépatite virale A chez le Rhum, elle concerne surtout les enfants, les très jeunes enfants. Il y a eu plusieurs épidémies dans les pays, d'Europe de l'Est où la population Rhum est importante. Il y a eu plusieurs épidémies. Là, il y a un exemple d'épidémie en Slovaquie en 2008. Il y a eu 298 cas qui étaient survenus en octobre et décembre et novembre 2008. Elle concernait donc surtout dans 84% des enfants de moins de 10 ans. Pour les migrants, les personnes à risque d'hépatite A sont surtout les enfants qui sont nés en Europe et qui se rendent dans leur pays d'origine, donc pour aller voir leurs parents, ou alors les enfants et adultes qui sont dans des camps de réfugiés, qui sont rapatriés puisqu'ils sont ramenés donc en Europe. Et il y a eu une étude, il y a eu un papier donc en Italie qui avait rapporté donc la survenue d'épidémies de hépatite A chez des enfants réfugiés en Italie, et donc qui s'est propagé sur la population générale, la population locale. Pour les sans domicile fixe, les personnes à risque d'hépatite A, ce sont des enfants de rue, on trouve surtout donc en Afrique, en Amérique du Sud, au Brésil et aussi en Asie. Et en Europe, on a quand même trouvé des épidémies chez les usagers de drogue. En Angleterre et au Danemark, il y a eu donc des épidémies d'hépatite A chez les personnes usagers de drogue et qui étaient aussi homosexuels. Et la plupart de ces épidémies ont tous été maîtrisées par des campagnes de vaccination ciblées. Pour l'hépatite B, qui est la deuxième infection qu'on peut éviter par la vaccination, il y a une association significative avec la plupart avec ces trois groupes de population défavorisées. Chez les migrants, en Espagne, les migrants, lorsqu'il y avait des débarquements de migrants sous les plages espagnoles, il y a des études qui ont montré que 7% des nouveaux arrivants sur 1000 nouveaux arrivants étaient donc porteurs d'hépatite B. Et la prévalence d'hépatite B chronique était comparable dans ce groupe-là chez les adultes et chez les enfants, ce qui les exposait à des complications telles que la cirrhose ou l'hépatocarcinome. En Allemagne, 42% des 500 000 hépatites B chroniques étaient tous des migrants. Chez les Roms aussi, l'hépatite B pose donc un problème de santé publique. Ça, c'est une étude qui a été faite en Grèce qui montre qu'il y a une association significativement plus importante d'infections anciennes par hépatite B chez les patients roms, chez les personnes roms par rapport à la population non rom, avec donc dans 4% une hépatite B chronique. Chez les SDF, la prévalence elle varie selon les populations de 5 à 32%. L'autre infection qui pose des soucis, c'est la rougeole. La rougeole donc, a provoqué une épidémie, presque une pandémie en Europe pendant les dernières années, en touchant la plupart des pays d'Europe. Et la population défavorisée qui a été la plus exposée, c'est la population rom. Alors qu'il n'y a pas eu d'épidémie ni chez les migrants, ni chez les SDF qui ont été rapportés donc, dans la littérature. Par contre, dans la population rom, il y a eu plusieurs papiers qui sont sortis et elle était la plus touchée et c'était surtout des enfants de moins de 10 ans qui étaient affectés. Et cette population, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas trop longtemps dans Emerging Infectious Disease qui a bien montré la propagation d'un virus, donc d'une souche de virus de la rougeole à partir d'un patient rom qui a séjourné en Angleterre, qui est passé ensuite en Allemagne, qui a entraîné donc une infection en Allemagne, ensuite l'infection a gagné donc la Bulgarie et s'est donc propagée dans une bonne partie des pays européens.
Là aussi, les campagnes de vaccination ont permis de limiter donc cette propagation. Les autres infections qui ont été rapportées sont rapportées de façon sporadique, pas de façon importante. Il y a eu 3 cas de pyélomyélite chez des enfants, pyélomyélite donc sauvages, chez des enfants qui n'ont pas été vaccinés dans la communauté rose en Bulgarie en 2000. Donc ça a nécessité une campagne de vaccination pour cette population. Il y a eu quelques épidémies de rubéole chez des femmes migrantes en âge de procréer qui étaient originaires d'Amérique latine en Espagne. Pour l'HPV, on sait qu'il est endémique chez les migrants et il y a 2 ans, on a fait donc une étude qui a montré que certaines patientes SDF de la population de Marseille pouvaient être affectées. Quant à la grippe, sa circulation a été rapportée de façon importante chez des SDF à New York. On a eu quelques cas aussi dans une étude ancienne à Marseille. Pour les infections invasives à pneumocoque, qui peuvent aussi être évitables par la vaccination, une prévalence significativement élevée a été retrouvée au Canada, donc chez les SDF. La deuxième pathologie qui n'a rien à voir avec la vaccination, c'est qui concerne donc ces populations, c'est la tuberculose. Cette tuberculose, donc, ça pose un problème de santé publique chez ces 3 catégories de population, notamment chez les Roms. Quand on cherche donc, sur le Medline, on n'a pas d'article qui en rapport avec donc, la tuberculose chez les Roms. Par contre, on a des papiers, des données de l'OMS qui montrent que cette population a un risque important donc, de tuberculose. Pourquoi? Parce que la majorité des cas de tuberculose qui sont diagnostiqués en Europe viennent donc dans des pays où il y a une forte population de Roms. Et ensuite, dans ces pays-là, tels que la Serbie et la Roumanie, quand on étudie le vrai, on voit que l'incidence de la tuberculose est 7 fois plus élevée dans la population rom que chez les autochtones, que chez les non-roms. La prévalence de la tuberculose en Bulgarie a été aussi étudiée dans 3 villages roms. Elle était de 600 à 1800 en incidence, alors que dans la population générale, elle n'était que de 36. Donc cette tuberculose pose un problème majeur de santé publique dans cette population, avec un risque d'émergence et de propagation de souches ultra résistantes qui sont très prévalentes actuellement en Europe de l'Est. Il y a aussi le rôle important des médecins dans la prévention. Il y a des études qui ont montré que les Roms étaient en fait dans ces pays étaient conscients du risque de la tuberculose et avaient confiance aux médecins pour les différents soins de prévention et de traitement. Pour les migrants, l'incidence est significativement plus élevée que la population générale européenne. On considère que 50% des nouveaux cas de tuberculose diagnostiqués en Europe concernent les migrants. Et la plupart concernent les migrants d'Afrique subsaharienne. Souvent, c'est des personnes qui sont en situation irrégulière, donc qui peuvent échapper au système de santé. Et ce sont des tuberculoses de réactivation du tuberculose latent qui arrivent souvent donc, dans les 5 ans suivant leur entrée. Dans cette étude française, qui a été publiée en 2006, on voit que l'incidence est beaucoup plus importante dans les 2 ans. Elle diminue au fur et à mesure que la personne séjourne en France. Là aussi, il y a aussi des risques importants d'épidémie qui ont été donc détectés à Paris dans des foyers de travailleurs immigrés. Et il y a un risque de propagation de tuberculose ultra résistante, surtout chez les personnes qui viennent d'Asie et d'Europe de l'Est. Mais il y a eu quelques cas sporadiques, notamment ici, chez une personne qui venait d'Afrique du Nord. Chez les SDF, là aussi, ça a été décrit dans plusieurs papiers. C'est une population qui est donc à risque de tuberculose. La prévalence est souvent significativement plus importante que dans la population générale. Là, il s'agit surtout de tuberculose de primaire, avec des transmissions récentes de personne à personne, qui peuvent entraîner donc des cas groupés, qui sont surtout focalisés dans les centres d'hébergement, avec aussi, en tout cas ça a été décrit au Japon, en Asie, avec émergence donc de souches de Mycobacterium tuberculosis qui est ultra résistant et qui a une contagiosité importante. Et dans cette étude-là, ils ont montré que le statut SDF augmente la résistance de tuberculose, alors qu'il est aussi associé à un statut de mauvais pronostic. Les facteurs de risque pour les SDF d'accueillir la tuberculose sont des SDF qui sont jeunes, alcooliques, parfois HIV, et qui surtout séjournent de façon prolongée dans les foyers d'hébergement, où il y a une absence de dépistage systématique.
Ce sont ceux-là qui auront plus de risque d'attraper la tuberculose. Les stratégies de contrôle de prévention de tuberculose, ça repose sur le dépistage précoce et la recherche de contact sur le lieu de vie avec un examen clinique, l'idéal V4HA et la radio du thorax. Ces examens varient selon les pays et le coût efficacité de cette stratégie, elle est discutée. Dans certains papiers, on dit qu'elle est donc intéressante, dans d'autres, on dit qu'elle n'apporte rien. Donc, de toute façon, il faut qu'elle soit adaptée aux populations. Les migrants, on considère qu'il faut donc rechercher la tuberculose à l'arrivée et périodiquement dans les foyers où logent ces immigrés. Les SDF, le mieux c'est dans les centres d'hébergement d'urgence ou alors dans les services d'urgence où en fait ils consultent le plus souvent. Chez les Roms, il n'y a aucune donnée. C'est une population qui est quand même difficile d'accès et je n'ai pas trouvé de données dans la littérature. Pour le traitement, il vaut mieux, en tout cas chez les SDF surtout, un traitement par d'autres pendant toute la durée et les séjours dans le centre de convalescence jusqu'à la fin du traitement. Les autres maladies transmissibles, c'est juste pour les citer. Pour ce qui concerne les maladies qui sont donc transmissibles par le sexe et par le sang, les maladies telles que le VIH, on sait que c'est très fréquent chez les migrants et chez les SDF. Par contre, pour la population rome, les données que j'ai lues ne montrent pas une prévalence importante dans cette population. En tout cas, la population rome qui est en Amérique centrale, ou en Europe centrale, alors que celle qui a été étudiée en Espagne montre qu'ils ont un facteur de risque. Pour ce qui concerne les maladies transmissibles par l'alimentation, c'est surtout les migrants qui sont dans la littérature exposés. Pour les Roms, il n'y a pas de données dessus, mais ils peuvent aussi être exposés. Et il y a Helicobacter pylori, par exemple, qui a été retrouvé associé aux migrants au Danemark. Pour ce qui concerne les maladies transmissibles par les poux et la pédiculose elle-même, là par contre, c'est une maladie qui est plus prédominante donc, chez les SDF, pour lesquels donc, de nombreux papiers ont été donc, publiés, notamment ici. Donc en conclusion, les infections transmissibles sont fréquentes dans ces populations, mais leur prévalence va varier en fonction donc, des populations. Les infections évitables par la vaccination sont prédominantes chez les Roms et les enfants des migrants. La tuberculose est fréquente chez toutes ces populations, avec le risque de l'émergence de tuberculose ultra-résistante. Les infections par les ectoparasites et transmises par les poux prédominent surtout chez les centres de décès fixes. Donc leur contrôle nécessite des interventions systématiques, ciblées et adaptées aux conditions de vie de ces personnes. Très bien.